Bienvenue aux gens qui se joignent à nous. On va commencer bientôt. Ça ne sera pas très long. On va attendre que la majorité des gens se joignent. On va commencer dans à peu près une minute. Donc, il est 11h01. On va commencer. Bienvenue tout le monde. Merci d'être là avec nous ce matin. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Bélanger, président de l'agence Parcours 3. Donc, juste pour répondre à des questions qu'on risque de se faire poser, oui, le webinaire est enregistré, puis il va y avoir une période de questions à la fin. Juste une petite histoire, en débutant, en février dernier, j'ai eu la chance d'écouter une conférence d'une personne que je connais depuis une bonne quinzaine d'années, Olivier Laquin, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, il a présenté à plus de 150 présidents d'entreprises technologiques un sujet audacieux, celui de la responsabilité numérique des entreprises. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai eu une idée de dire, ça serait super cool que Olivier vienne présenter ça aux employés. Puis après coup, je me suis dit, bon, je pense qu'Olivier est pas mal occupé, une compagnie d'une centaine de personnes. Je pense pas qu'il va accepter mon offre. J'ai essayé une approche que on a tous une responsabilité de faire un effort à ce niveau-là. Puis je me suis dit, pourquoi pas l'ouvrir à tout le monde? Comme ça, Olivier va avoir une plus grande tribune là, pour pouvoir partager ce message-là qui est super important. Donc aujourd'hui, Olivier, en grande partie, va vous parler de la responsabilité que les entreprises ont au niveau, au niveau du numérique et des technologies en général. Donc, Olivier, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Puis, je te cède la parole pour la suite. Good. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Oui, j'aurais accepté à ta gang, à une audience de une personne, ça m'aurait fait plaisir parce qu'effectivement, comme tu dis, je pense que c'est un sujet qui me passionne et qui, un, me passionne, qui, deux, est d'actualité et que je pense qu'il faut le parler le plus possible pour être capable de faire bouger l'aiguille pour le bien de tous. Donc, comme l'a dit Mathieu, je vais parler de responsabilité numérique des entreprises. Avant de parler de responsabilité numérique des entreprises, donc de RNE, c'est important un petit peu de prendre un step back puis de le positionner en fait à l'intérieur des facteurs ESG. On parle beaucoup des facteurs ESG ces temps-ci, donc on le sait au niveau environnemental, social et de gouvernance, qui sont en fait l'ensemble des critères formels d'évaluation du risque et de l'engagement, des engagements responsables des entreprises autour de ces trois grandes thématiques-là. Quand on pense aux facteurs ESG, on a une forte tendance à mettre énormément d'emphase sur le volet environnemental et en plus de ça, j'irais même plus loin aussi, beaucoup au niveau de la lutte au changement climatique. C'est beaucoup de ça dont on entend parler ces derniers mois, ces dernières années. Mais en fait, quand on pense à l'équilibre planétaire, il y a en fait 9 facteurs qui sont évalués par la communauté scientifique. La lutte au changement climatique en est un, mais il y a des limites planétaires qu'on a déjà dépassées. Pensons notamment à la biodiversité, dont on entend de plus en plus parler. On le sait, au mois de décembre, on a eu la COP15 qui s'est passée, qui s'est déroulée à Montréal. Et donc, la biodiversité, la disparition de certaines espèces animales ou végétales est un enjeu qui est non seulement grandissant, mais comme on le voit là, qui a déjà été dépassé et auquel on va poser en fait de plus en plus d'importance dans les prochaines années. Ce qu'on voit au niveau, évidemment, de la lutte au changement climatique, donc la fameuse production de gaz à effet de serre, on le sait, on est dans une zone jaune, on est sur le bord, puis en fait, beaucoup diront qu'on a déjà dépassé les limites.
Et donc, c'est pour ça qu'on met énormément d'emphase à ce niveau-là, parce qu'on sent en fait qu'on a encore une certaine influence en tant qu'humanité. Cette image-là est un peu anxiogène, mais il y a quand même une bonne nouvelle dans cette slide-là. Je vous la pose en mille, en fait, et c'est la couche d'ozone. La couche d'ozone qui est à un niveau acceptable maintenant. On s'en souvient, ce n'était pas le cas dans les années 80 où il y avait un très grand trou. En fait, le trou est encore là, mais est en train de se résorber dans la couche d'ozone. Et au fil de la sensibilisation, du changement des pratiques, ben, on a réussi globalement à contrôler l'impact qu'on avait sur la couche d'ozone, ce qui fait en sorte qu'elle est en train de comme je le disais tantôt, de se réparer, si on veut, et le trou est en train de disparaître. Par contre, si on voit quand même à quel point c'est un équilibre qui est fragile et qui demande une attention constante. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ce week-end, il y avait notamment un article dans la presse qui disait qu'il voyait un ralentissement, en fait, de la disparition du trou, parce qu'il y a certaines composantes dans l'atmosphère qui commencent à être présentes en plus grande quantité. On a même de la difficulté à s'expliquer comment il se fait que cette composante-là est présente. Donc, par rapport aux limites planétaires, je pense qu'on est capable d'avoir un impact, mais la partie n'est jamais gagnée. Il faut constamment y porter une attention particulière et faire en sorte qu'on va contrôler l'activité humaine pour être capable de vivre en harmonie avec notre planète. D'autant diront justement qu'au niveau de la couche d'ozone, on a commencé à avoir une réparation de cette couche-là quand la mode des années 80 a terminé et qu'on a arrêté de se mettre autant de spray net dans les cheveux. Bon, évidemment, c'est une joke, là, mais il reste que c'était les CFC était un des aérosols qu'on a voulu éliminer. Maintenant, quand on pense à la responsabilité numérique des entreprises, c'est quoi? Bien, la responsabilité numérique des entreprises, c'est l'ensemble des pratiques et des comportements qui aident les organisations à utiliser les données et les technologies numériques d'une manière qui est perçue comme étant économiquement, socialement et environnementalement responsable. On va mettre l'emphase sur 3 grands éléments: les données, l'impact environnemental et les impacts sociaux. Quand on pense aux données, pensons au comportement éthique des organisations. La cybersécurité est un peu le premier réflexe, en fait, éthique de responsabilité numérique des entreprises et aussi, évidemment, l'utilisation des données, donc la protection de nos données et qu'est-ce que les entreprises font une fois qu'elles ont ces données-là. Pas besoin de revenir sur les exemples, sur les scandales ou ce qui est arrivé notamment avec Facebook dans les dernières années, mais donc, c'est un élément de la responsabilité numérique. Vient ensuite de ça, l'impact environnemental, donc comment est-ce que la technologie ou l'utilisation de la technologie a un impact sur la planète. Et là, ce qui est important, en fait, de prendre en considération, c'est que souvent, quand on pense à la technologie, on va le ramener aux applications qu'on utilise, on va le ramener à la limite aux ordinateurs, puis peut-être au téléphone, mais le numérique est partout. Donc, pensons à nos téléviseurs, ça fait partie du numérique. Les composantes qui sont dans nos voitures, ça fait partie du numérique. Donc, cette omniprésence-là fait en sorte que l'impact, autant sur la biodiversité que sur la lutte au changement climatique, est très, très grand. Donc, on va le voir tantôt, il y a des concepts de sobriété numérique, autant au niveau de l'utilisation de des applications, de nos mails, d'Internet, que de réduire aussi la quantité d'appareils que nous consommons. Et évidemment, au final, il y a les impacts sociaux. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la technologie est un outil d'inclusion au lieu d'être un outil d'exclusion? Pensons à ce niveau-là à certains exemples quand il y a une navigation sur Internet qui permet aux non-voyants ou aux malentendants de surfer. Ça va être des exemples, en fait, d'impacts sociaux qui sont positifs et qui favorisent justement l'inclusion. J'en parlais un petit peu. Quand on pense à la technologie, on a souvent tendance, quand on pense à la technologie et à la lutte au changement climatique, on a souvent tendance, à mon sens, à mettre de l'avant
les avantages, les bienfaits, en disant que la technologie est une réponse, en fait, à l'empreinte de l'humain. Ramenons-nous au début de la pandémie, quand on a dit, ben, OK, en travaillant à la maison, en utilisant Teams, Zoom, au lieu de se rendre à notre lieu de travail, ben, on diminue l'empreinte environnementale de nos activités. C'est vrai, mais c'est un peu limitant ou limitatif comme point de vue, et je m'explique. Premièrement, quand on pense au numérique, il y a une portion de notre industrie, il y a une portion de nos activités qui sont manufacturières. Et souvent, quand on pense justement à la lutte au changement climatique, on va pointer du doigt les activités industrielles, les activités manufacturières, les activités de transport comme étant les plus grands contributeurs. Mais il y a une portion de notre industrie du numérique qui fabrique en fait des outils. Et donc, il y a là une intersection entre les activités numériques et les activités manufacturières. Et on le sait, la production de nos équipements met énormément de stress sur les ressources naturelles. Pour produire un iPhone, il faut extraire l'équivalent d'un ours, donc 140 kilos, pour être capable d'aller extraire les matériaux dont on a besoin pour produire un iPhone. Je vous paye en 1000, donc 140 kilos. Ce que ça a, en fait, c'est que ça a des impacts énormes sur la biodiversité. Et quand on regarde l'ensemble du cycle de vie de nos appareils, il y a un impact au départ au niveau de la biodiversité quand on extrait les matériaux. Et il y a aussi un impact à la fin, en fait, du cycle de vie, parce que quand on s'en débarrasse, bien, ça fait des déchets qu'on envoie bien souvent dans des portions du monde qu'on ne voit pas en tant qu'occidentaux, notamment en Afrique. Et donc, ces régions-là sont impactées environnementalement, mais aussi humainement et socialement, parce qu'il y a un petit peu d'exploitation au niveau de l'extraction, puis ben, on pollue des environnements dans lesquels les gens vivent. Ça nous emmène en fait à réaliser que le numérique, aujourd'hui, c'est environ 4 3,7 mais en fait en 2020, 3,7 de l'ensemble de la production de gaz à effet de serre mondial. Ça, ce 4 %-là, c'est essentiellement l'équivalent du transport aérien. Et selon les projections, ce qu'on anticipe, c'est qu'en 2025, la production de gaz à effet de serre reliée au numérique va être de 7,4 %. Il y a donc une augmentation vertigineuse, honnêtement, je n'aurais pas peur de le dire, de l'impact du numérique sur la planète. Et encore une fois, là, je ne parle pas de la biodiversité. Maintenant, en tant que citoyen, c'est sûr, je pense, en tout cas, tout comme moi, ça va vous interpeller. Et en tant qu'entrepreneur ou en tant que entrepreneur ou personne qui travaille ou collègue, on peut se demander, mais OK, mais on fait quoi avec ça? Je veux dire, quel est l'impact qu'on peut avoir et surtout, comment est-ce que ça peut venir nous impacter en tant qu'organisation? Bien, il y a beaucoup d'angles morts, en fait. Et les angles morts, le premier, c'est évidemment les réglementations. Il y a un grand courant de réglementation à travers le monde. Là, je vais parler beaucoup de l'Occident, mais il y a aussi des réglementations qui sont ailleurs dans le monde, notamment en Chine. Évidemment, on en parle souvent moins, mais donc en Occident, il y en a. Pensons notamment à la règle qui a été passée en Europe, qui fait en sorte qu'il va y avoir une uniformisation au niveau des prises USB-C. Je pense que c'est à partir de 2026. Voilà un exemple, en fait, de réglementation qui va avoir un impact sur notre industrie et évidemment un impact positif parce que je ne me souviens plus exactement du chiffre, là, je ne l'ai pas en tête, mais c'est une économie incroyable au niveau des dépenses des ménages
et évidemment au niveau de la production de déchets, parce que le fait qu'on utilise plein de prises différentes fait en sorte qu'on en achète beaucoup et parce qu'on n'est pas capable de les emprunter nécessairement et ultimement, bien évidemment, on va les décharger. Donc, il va y avoir une réduction des déchets et aussi un impact économique et social qui va être positif. On l'a vu aussi dans le dernier budget fédéral qui est sorti, je pense que c'est la semaine passée ou la semaine d'avant, il commence à avoir des règles pour assurer ou faire en sorte qu'on va être capable de réparer les appareils que nous utilisons. Et donc, les différentes réglementations vont nous rattraper en termes d'organisation parce que nous allons devoir s'y conformer. On est un peu, au Canada, on est un peu en arrière de l'Europe, mais tranquillement, pas vite, on va se faire rattraper. L'autre élément, en fait, et qui est aussi, c'est un changement dans le comportement des grands financiers. À mon sens, il y a deux grands, évidemment, il y a le consommateur qui influence notre comportement en tant qu'organisation. Il y a les gouvernements au niveau de la législation et il y a aussi les grands financiers. Parce que les grands financiers, par les règles, parce qu'ils nous demandent, en fait, font en sorte qu'on doit se conformer. On doit se conformer par rapport à des ratios. Ils nous demandent évidemment de montrer notre performance. Et cette performance-là extra-financière, c'est comme ça qu'on l'appelle en ce moment, commence à être de plus en plus demandée et valorisée, en fait, par les institutions financières, que ce soit des banques, que ce soit des banques d'investissement. Et ça va avoir un impact direct sur la manière dont on va conduire, dont on va faire des affaires et nos affaires. Et encore là, on peut se dire, ouais, mais OK, je comprends, mais dans ma business, dans mes comportements, je sens, je ne suis pas financé, je ne vois pas encore quel va être vraiment l'impact direct. Là, pour être capable de comprendre quel va être justement cet impact-là, c'est qu'il faut voir comment est-ce qu'on calcule la production de gaz à effet de serre d'une organisation. Quand on fait ça, on va regarder ce qu'on appelle le scope 1, le scope 2, le scope 3. Essentiellement, ces deux grandes catégories, ce sont la production de gaz à effet de serre direct versus indirect. Donc, quand on va parler du direct, on va parler de les productions de gaz à effet de serre qu'on utilise dans notre transport ou, en fait, pour chauffer, si on veut, les buildings dans lesquels nous sommes. Le scope 2, ça va être l'énergie. Au Québec, on est chanceux parce qu'en utilisant de l'énergie verte, de l'énergie propre, la production de gaz à effet de serre reliée à notre énergie est très faible. Et tout le reste, c'est ce qu'on va appeler le scope 3. Et donc, 75% en moyenne, 75 et ça bouge, on va le voir tantôt, 75% des émissions totales d'une compagnie sont reliées au scope 3, donc à de la production indirecte, nos approvisionnements ou ce qui est fait avec nos produits et services une fois qu'on les a vendus. Ce qui fait dire à certains, et c'est là qu'il faut en prendre considération, en fait, Daniel Charon, qui est un de mes bons amis du Fonds d'Action, on est toujours le scope 3 de quelqu'un. Et donc, quand on pense à la chaîne de valeur, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où une organisation, un de nos clients décide de porter une attention à sa production de gaz à effet de serre, tôt ou tard, bien, ils vont venir nous voir et nous demander, nous, qu'est-ce qu'on fait et quelle est notre empreinte. Deux exemples concrets. Mais premièrement, Ivanhoe Cambridge. Ivanhoe Cambridge a pris l'engagement de réduire leur production de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ivanhoe Cambridge, c'est un gestionnaire, promoteur immobilier. Donc, eux, ils financent des projets. Ils ne construisent pas. Mais quand ils décident d'investir dans un projet, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont regarder un maître d'œuvre, un constructeur, et ils vont dire, mais OK, toi, qu'est-ce que tu fais pour t'assurer que tu vas réduire tes gaz à effet de serre? Et donc là, ainsi de suite, il y a un effet domino qui se fait jusqu'à l'ensemble des fournisseurs. Et donc, ultimement, jusqu'aux fournisseurs de technologie aussi. Parce que pour avoir un impact significatif, bien, il va falloir se rendre vraiment jusqu'à la fin des organisations. Un autre exemple, Desjardins. Desjardins a pris un engagement qui est encore qui est hyper ambitieux, inspirant, je dirais même, d'avoir un bilan qui va être
net zéro d'ici 2040. Et à travers les moyens, ils ont spécifiquement identifié qu'ils le feraient à travers un assainissement de leur chaîne d'approvisionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde le scope 3, la production de gaz à effet de serre par industrie, et qu'on regarde les services financiers, bien 100% ou presque de leur production de gaz à effet de serre est reliée au scope 3. Ça veut donc dire que, ultimement, l'ensemble des organisations qui font affaire avec Desjardins ou qui veulent continuer de faire affaire avec Desjardins va devoir réduire sa production de gaz à effet de serre. Je vous donnerai même un autre exemple concret qui nous est arrivé, nous, cette semaine. On a reçu un sondage, un questionnaire d'un de nos clients qui est en train de faire une analyse de matérialité. Parce que quand on veut faire une empreinte, quand on veut mesurer sa production, c'est une analyse de matérialité, donc de voir c'est quoi les éléments sur lesquels on devrait agir. Et donc, on va regarder l'ensemble de nos activités. Et à travers ça, donc, on a reçu ce questionnaire-là d'analyse de matérialité. En toute franchise, ça va même plus vite que ce que je pensais. Et bon, tant mieux, parce que ce que ça veut dire, c'est que ça va obliger les organisations de toute taille et dans toutes les industries à réellement commencer à regarder leur impact. On est chanceux, on avait déjà commencé à regarder, on a déjà fait notre analyse de production de gaz à effet de serre et on va bien évidemment continuer là-dedans. C'est là que ça m'amène à dire, bien, okay, où est-ce qu'on peut commencer? C'est beau de dire ça, c'est beau de comprendre quel est l'impact sur nos organisations. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bien, la première chose, c'est de regarder effectivement au niveau de l'approvisionnement. Étant donné que la production de gaz à effet de serre de nos organisations vient bien souvent de l'approvisionnement, bien, c'est un bel endroit à commencer. Je vous donne, encore une fois, je vous le disais, là, nous, on a fait notre analyse. On fait à peu près 302 tonnes. On émet 302 tonnes par année de gaz à effet de serre. Et de ces 302 tonnes-là, il y en a 199 qui sont reliés à notre scope 3. Et donc, étant dans une entreprise de service, beaucoup au niveau de la manière dont on s'approvisionne. Donc, l'approvisionnement est un beau point de départ. La recherche de certification est aussi un bon point de départ parce que ça donne un guide. Hein, moi, quand je parle à des organisations, des dirigeants, des dirigeantes, des collègues, souvent le questionnement, c'est bien, OK, mais on fait quoi? Par où est-ce qu'on commence? Parce que c'est très large, autant au niveau environnemental, mais que social et de gouvernance. C'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui aussi bouge énormément. Il y a énormément d'avancées, énormément d'informations, donc c'est dur de trouver la ligne directrice. En allant chercher une certification ou sans nécessairement aller la chercher, mais en disant, bien, regarde, on va s'accoter à une certification, ça devient la ligne directrice qu'on peut utiliser et qui va venir nous donner des idées à l'intérieur de l'organisation pour faire des changements. On peut penser à B Corp, il y a des normes ISO et il y a aussi beaucoup d'autres certifications qui existent que vous pouvez utiliser et dont vous pouvez vous inspirer. Je pense que c'est ça le mot important, c'est comment est-ce qu'on peut s'inspirer et s'emmener à faire un changement. Étant dans le numérique, évidemment, il y a la sobriété numérique. Donc, sobriété numérique, c'est hyper simple là, quand on y pense. Essayez d'utiliser, ça va de réduire le nombre de courriels qu'on garde pour les supprimer, pour libérer de l'espace dans les server farms qu'on utilise, à évidemment prolonger la durée de vie de nos appareils. Est-ce qu'on est réellement obligé de changer de téléphone ou d'iPhone, j'allais dire téléphone, mais en fait, d'iPhone ou les autres qu'on peut utiliser à chaque année ou à chaque 2 ans. On peut peut-être changer à chaque 3 ans. Même chose pour nos laptops. Donc, ce volet-là de sobriété numérique, prenons conscience de la consommation qu'on fait, de la surconsommation, je n'aurais pas peur des mots, qu'on fait de la technologie et essayons de ne pas toujours être nécessairement au dernier cri. Allongeons, en fait, la durée de vie de nos appareils. Et finalement, adoptons aussi des services d'éco-conception des services numériques.
Donc, comment est-ce qu'ils peuvent demander moins de processing power d'un côté. Et aussi, bien, quand on travaille sur des équipements, pensons à l'ensemble du cycle de vie. Pensons à l'ensemble du cycle de vie, pas seulement à la période de consommation. Hein, un appareil va être designé, va être construit, va être utilisé et après ça, va être jeté. Mais comment est-ce qu'on peut, dès le départ, réfléchir à la manière dont on bâtit notre appareil pour qu'il ne soit pas jeté jusqu'à la fin, justement, il puisse être réutilisé en tout ou en partie et réintégré, réinséré dans la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, le gros challenge, et je pense que c'est là qu'il faut qu'on a une responsabilité particulière en tant que travailleur ou travailleuse de l'industrie du numérique, c'est l'ubiquité. L'ubiquité, en fait, c'est le fait d'être présent partout à la fois ou en plusieurs lieux en même temps. J'utilisais tantôt la comparaison entre le numérique et le transport aérien. Puis certains d'entre vous ont peut-être dit, ouais, mais c'est une comparaison qui est un peu boiteuse et vous avez tout à fait raison pour plusieurs raisons. Et une de ces raisons-là, c'est que, en fait, quand on regarde le transport aérien, je pense que c'est quoi? C'est 5 de la population mondiale qui utilise, qui prend l'avion. Donc, le pourcentage de production de gaz à effet de serre per capita est beaucoup plus grand que le numérique. Mais il est là le vrai challenge. Le problème ou le défi auquel on fait face collectivement, c'est que le numérique est partout et utilisé tout le temps. C'est devenu la colonne vertébrale de notre société, de notre économie. Et donc, de réfléchir à comment, il y a pas, c'est beaucoup plus difficile d'identifier des moyens pour réduire le numérique. Et c'est donc là qu'au-delà de la responsabilité de nos organisations, on a tous une responsabilité personnelle de prendre conscience de nos comportements d'utilisateurs et de consommateurs de la technologie. Et là, je voudrais vous envoyer un message, c'est-à-dire que on a une conception, en fait, du succès. On a été, on a été, si on veut, conditionné à faire une adéquation entre le succès et la consommation. Et la mesure du succès est souvent, justement, d'avoir une voiture dernier cri, d'avoir le dernier téléphone, d'avoir le dernier ordinateur, d'avoir finalement toujours plus. Donc, pour s'attaquer à l'impact du numérique dans nos vies, on doit s'attaquer à nos réflexes de consommation pour venir défaire, en fait, ce qui a la manière dont on a été conditionné, se dire, ben non, finalement, la mesure du succès n'est pas nécessairement ma capacité à consommer. Peut-être ma capacité à consommer, mais pas la consommation que je vais faire. On doit faire un effort énorme collectivement pour réduire notre consommation numérique, mais globale en même temps. Et donc, c'est ce qui me fait dire qu'on doit passer de la responsabilité numérique des entreprises à la responsabilité numérique des individus. C'est réellement un challenge que je vous lance, que je me lance, que j'essaie de m'imposer à tous les jours, de réduire et d'aller souvent contre mes pulsions de consommateur et de me restreindre. Et par rapport à ça, je vous encouragerais aussi à en parler. Parce que souvent, on a l'impression de dire, hey, j'ai fait tel effort, mais parlons-en les uns avec les autres. Ah, ben finalement, ouais, j'ai décidé de ne pas changer mon téléphone ou j'ai décidé de fermer mon ordinateur à tous les soirs parce que ultimement, ça réduit ma consommation d'énergie, puis même de bande passante aussi. Bref, de parler de ces efforts-là que nous prenons parce que ça vient inspirer nos collègues, nos amis, et on peut créer un mouvement. Donc, pensons à ça, la responsabilité numérique des individus. Donc, je terminerai avec deux choses. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en prendre davantage, je vous dirige vers deux sources qui ont été très, très inspirantes pour moi. Premièrement, un TED Talk de Kate Raworth qui ne parle pas nécessairement de la responsabilité numérique des entreprises,
parle par contre de l'impact de notre système économique sur la planète et à quel point est-ce qu'on doit revoir un petit peu la mesure, parler de la mesure du succès, mais la mesure aussi du succès de nos pays, comment est-ce que le PIB, finalement, devient une mesure peut-être un peu ancestrale, je dirais, pour mesurer et très incomplète. Et un autre livre, une BD qui a été écrite par, en France, Le Monde sans fin, hyper intéressante par rapport à justement l'impact de l'humain sur notre planète et comment on peut changer, encore une fois, nos comportements pour réduire et contribuer activement et positivement à la lutte au changement climatique et à rétablir l'équilibre planétaire. Alors voilà. Je pense que tu es sur mute. Ou c'est moi qui n'ai pas mon son? Non, je suis vraiment sur mute. Tu été mis sur mute. Merci énormément pour. Écoute, c'était concis, éloquent, là, c'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai quelques questions, mais je vais laisser les gens aussi. Peut-être qu'il y a des gens où c'est pas nécessairement des questions. Des fois, on a aussi des commentaires, en fait, des gens. Là. Il y en a un qui en a laissé un. Donc, je vous invite à le faire. Là, si vous avez fait des efforts aussi dernièrement par rapport à ça, bien, comme Olivier disait, de le partager, gênez-vous pas pour le faire. J'en ai une question, en fait, par rapport aux certifications, tantôt que tu parlais. Si je ne me trompe pas, vous autres, chez Talisman, vous avez été chercher la certification B Corp. Peux-tu nous parler un peu de l'expérience derrière ça, puis comment, tu sais, c'est quoi la réaction qu'il y a eu des employés, puis même aussi sans doute des clients? Là? Oui, ben oui, effectivement, nous, on est allé chercher notre certification B Corp en 2018. L'idée derrière la certification B Corp était de, justement, à travers notre développement, tu le disais tantôt, on a 13 ans on se connaît depuis 15 ans, donc, puis nous, on a comme 13 ans d'expérience, de vie, finalement, chez Talsom. Et l'idée derrière la certification B Corp, c'était de faire en sorte qu'on se développerait correctement. Notre mission, c'est de créer un impact positif à travers les gens, l'innovation et la technologie. Et souvent, dans le développement d'une entreprise, c'est facile de commencer à regarder, à porter une attention plus grande et particulière sur le volet financier et de laisser tomber les autres côtés de la vie entrepreneuriale ou de la vie d'affaires. Donc, ce qu'on voulait, c'était avoir un genre de tuteur qui nous permettrait de grandir correctement. Et c'est pour ça qu'on a identifié la certification B Corp comme étant un bon moyen pour y arriver. Ça a été honnêtement un projet d'assez longue haleine. On parle d'à peu près 9 mois. Souvent, ça va prendre 9 à 12 mois pour aller chercher la certification. Mais ça a été quelque chose qui était incroyablement engageant et mobilisateur. Le premier impact, puis je ne l'avais pas anticipé, cet impact-là, là, en toute honnêteté, mais effectivement, dans l'équipe, là, ça a été vraiment un impact positif. Tout le monde s'est rassemblé autour de ce projet-là commun. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de mobilisateur. C'est aussi un élément, si on parle de marque employeur puis d'avantages, qui apporte des bénéfices. La certification est de plus en plus reconnue, de plus en plus recherchée, en fait, notamment par souvent les jeunes qui sortent de l'université vont regarder, OK, c'est quoi les entreprises B Corp et vont vouloir aller travailler chez ces entreprises-là. Au niveau commercial, je ne peux pas dire que j'ai vu des avantages jusqu'à maintenant au niveau commercial. Bon, des fois, ça pose des questions, donc on va pouvoir en discuter. Donc, par rapport à ça, c'est le fun parce qu'on peut faire de la sensibilisation. Mais ce qu'on voit, c'est que là, il va commencer à y avoir un changement au niveau commercial. La BDC, déjà, et ça, ils l'ont fait depuis quelques années, donne des points supplémentaires dans leur processus d'appel d'offres aux entreprises qui sont B Corp. Et là, aujourd'hui, si on regarde les entreprises qui sont certifiées, ce sont pour la plupart des plus petites entreprises, mais il y a des plus gros joueurs qui sont en train de devenir B Corp et ça feront en sorte, fort probablement, qu'il y aura des avantages commerciaux d'ici peut-être quelques années à avoir la certification. Mais au départ, là, il y a un effet positif à l'intérieur des équipes, puis celui-là, il est palpable, là, puis on le voit. C'est la plus connue, B Corp, mais sinon, est-ce que tu peux en nommer d'autres qui sont peut-être un peu plus accessibles pour d'autres types d'entreprises? Ou...
Écoute, il y a 1% for the Planet. Évidemment, il y a les certifications ISO. Quel autre, là? Il y en a des fois qui sont par industrie. Donc il y a vraiment, il y a des certifications EcoCert. Encore une fois, souvent, ça va être plus au niveau de l'agroalimentaire. Et donc, par industrie, des fois, il y a certaines certifications qu'on peut aller chercher. Mm-hmm. Il y a aussi des normes, des standards. Puis là, ça, on va les voir aussi. Là, on entend de plus en plus parler, notamment la norme ISSB qui va venir encadrer le reporting extra-financier dont je parlais tantôt. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le reporting des facteurs ESG, c'est un peu le Far West. Là, les gens, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais là, ISSB, qui est une branche de IFRS, là, les normes comptables internationales, qui est en train de s'implanter à Montréal, va venir régir un peu la manière dont on fait le reporting de nos efforts ESG. Mm-hmm. Oui, je comprends. Puis, on sent que tu es pas mal renseigné. Il y a beaucoup de monde, sûrement parmi nous, en ce moment, qui se disent ben, comment je peux vraiment influencer mon employeur, tout ça, parce que bon, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement des rôles de gestion ou qui n'ont pas nécessairement beaucoup de pouvoir là, dans l'entreprise pour faire changer les choses à un plus haut niveau. Comment ils peuvent faire pour les influencer, en fait, leur je pense qu'il faut en parler. Même si on a toujours quand même un pouvoir dans nos organisations. On a des sessions de feedback, on a des sessions de feedback, des évaluations, puis on a des discussions informelles. Et je pense que c'est d'en parler le plus souvent possible. Puis des fois, de ne pas attendre. Je veux dire, de partir un programme, de partir un mouvement et ça finit par faire le chemin. On s'entend, la plupart des organisations sont des PME, right? Fait que c'est beaucoup ça, le tissu économique du Canada, puis en fait de l'ensemble des pays. Et donc, à mon sens, c'est pas vrai qu'il y a énormément d'espace entre la tête dirigeante et finalement j'aime pas cette expression, mais mettons le plancher, si on veut. Je veux dire, les canaux de communication sont là. Donc, il faut en parler, il faut challenger. Je pense que, parce que au fil des discussions, ce que j'ai remarqué dans les dernières semaines et des derniers mois, c'est qu'aujourd'hui, les facteurs ESG et la responsabilité sociale et environnementale des entreprises est une préoccupation de la plupart des dirigeants-dirigeantes. Là où il y a un enjeu, c'est que c'est une préoccupation, ce n'est pas nécessairement une priorité. Et ce n'est pas nécessairement une priorité pour deux raisons. Alors, premièrement, je veux dire, on en parlait avant que ça commence, il y a la récession, il y a l'inflation, il y a la pénurie de main-d'œuvre, il y a la chaîne d'approvisionnement. Il y a plein d'autres choses qui sont comme sur la pile des urgences à traiter, qui, on n'aimera peut-être pas ça l'entendre, mais qui viennent supplanter, en fait, les facteurs ESG aujourd'hui. L'autre élément, c'est de se dire, OK, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Mais la co-création, les idées, en fait, elles sont dans nos équipes. À partir du moment où on en parle à nos équipes, ça fait plein d'idées qui, oui, peut-être faut les organiser un peu, mais c'est le début d'un journey. Donc, il faut en fait que nos équipes en parlent et nous sensibilisent par rapport à ça, parce qu'on peut toujours aller comme plus vite. Là, puis je pense que la plupart des dirigeantes ont une ouverture d'esprit et donc, ils ne diront pas non à tout. Ils vont peut-être dire non à certains programmes, mais ils vont vouloir emboîter le pas. Là, ouais, puis je vais me permettre d'avoir une opinion personnelle, puis tu me diras ce que tu en penses. Puis en même temps, ce n'est pas vraiment une opinion personnelle parce que c'est des choses que j'ai écoutées et que j'ai vues, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, comme tu l'as dit tantôt, tu sais, que la technologie, c'est une des solutions, puis que la technologie est juste du côté de la solution, mais elle fait aussi partie du problème. Puis que des fois, les gens pensent, bien, en réduisant justement, en travaillant fort pour réduire la consommation d'un appareil, ça va régler le problème. Mais en réalité, c'est beaucoup sur la consommation parce que si ta télé, elle consomme 2 fois moins, mais que tu as 2 TV, ça revient au même. Si tu as 2 frigidaires chez vous, mais ton frigidaire consomme moins, ça revient au même. Donc, tu sais, il y a des gens qui pensent à tort. Puis, tu sais, un exemple qu'ils ont donné, c'est que, mettons, les voitures, ils polluent beaucoup moins qu'avant, mais il y a autant de pollution par les voitures. Pourquoi? Bien, parce que le monde utilise plus et ont plus de voitures. Exact. Il y a une grosse partie de la solution que les gens, je pense qu'il faut qu'ils comprennent que c'est une question
de consommation. Ce n'est pas juste une question d'améliorer la technologie, là. Absolument. On doit avoir un changement de comportement. Puis, je pense qu'on a deux options au final. Soit on travaille dès maintenant à changer nos comportements en tant que consommateurs, soit ben, on attend, puis à un moment donné, ça va être imposé. Je pense que si on se ramène justement à ce qu'on a vécu dans les dernières années, il n'y a personne qui a aimé ça, se faire imposer de rester dans nos maisons. C'était nécessaire, mais il va arriver quoi le jour où on va se faire imposer de réduire notre consommation? Ce ne sera pas le fun, on va frapper un mur. Mais à un moment donné, c'est là que j'utiliserais la phrase de Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? Pas pour un volet économique, mais vraiment pour un volet environnemental. Puis, et a-t-on besoin que ça soit neuf tout le temps? Ouais. On n'a pas besoin. On peut peut-être se le payer, mais on n'est pas toujours obligé de le faire. On n'est pas toujours obligé d'avoir ce qu'on veut au moment où on le veut. Ouais. Mais c'est un changement de mindset. Oui, c'est rendu tellement facile d'acheter et de te le faire livrer le lendemain. Quand c'est neuf, c'est quasiment plus facile que d'acheter oui, c'est bien plus facile. Moi, j'ai fait plusieurs travaux chez nous, puis moi, je le dis d'entrée de jeu, ma blonde est un gros facteur d'influence par rapport à ça. Là, des fois, ça me restreint, mais il y a des trucs chez nous qui ne sont pas finis parce que, écoute, on essaye sur Marketplace, que ce soit de la technologie ou pas. Je veux dire, on ne peut pas juste justement se dire, OK, je vais le faire juste sur la technologie. Je veux dire, c'est sur l'ensemble de notre consommation d'aller à l'inverse de ce qu'on a été, je reviens là-dessus, mais de la manière dont on a été conditionné. Ça veut dire que, regarde, mon patio, il n'est pas exactement comme je le voudrais. Non, il n'est pas exactement comme je le voudrais parce que sur Marketplace, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Fait qu'on attend. Mais c'est-tu la fin du monde? Je veux dire, c'est pas grave. Donc, fait que c'est la même chose sur les téléphones, c'est la même chose sur nos voitures, je veux dire, puis, et sur l'ensemble de ce qu'on utilise, effectivement, on est obligé d'avoir une télé dans chaque pièce. Donc, probablement pas. Oui, puis de la laisser ouverte, puis etc. Ouais, exactement. C'est notre mode de vie, en fait. C'est là où est-ce que c'est le plus difficile à changer aussi. D'inventer quelque chose qui prend moins de power, c'est une chose, mais de vraiment l'utiliser moins, c'est une autre. Je pense qu'un truc là-dedans, c'est peut-être des fois d'attendre. Justement, c'est facile maintenant, c'est rendu beaucoup plus facile de consommer parce qu'effectivement, on est capable de le faire avec Amazon, mais en fait, toutes les plateformes de marché. Peut-être de prendre le réflexe de dormir. Dormons là-dessus. Là. Je veux quelque chose à 8 heures le soir. Je vais attendre à demain matin ou sur le lendemain avant de l'acheter. L'autre jour, nous autres, on avait un enjeu parce qu'on a juste un iPad. Il y en a un, mais on a un iPad. Puis là, à un moment donné, je suis quand même j'aimerais ça en avoir un autre. Fait que là, le soir, je suis comme, OK, là, je vais aller m'en acheter un. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, j'ai dit, non, attends, là. C'est-tu vraiment la fin du monde qu'on ait un iPad? J'en ai-tu vraiment besoin d'en avoir un autre? Puis j'ai attendu un jour, 2 jours, puis je peux aller chercher. Je me suis dit, je n'ai pas besoin, Mais donc, cet achat impulsif-là, cette consommation impulsive-là, il faut vraiment, je pense, il faut se faire violence. Il faut réellement se faire violence pour réduire. Et en parler, parce que là, il y a un effet d'entraînement. Et l'idée, ce n'est pas d'essayer d'être parfait. Je ne suis pas parfait, là. Je ne suis pas en train de dire que je suis parfait. Au contraire, je consomme fort probablement encore beaucoup trop. Mais je fais des efforts. J'en parle aux gens, puis des fois, j'essaye de dire, OK, là, ça, je vais faire attention. Tranquillement, pas vite. Il y avait une stat qui disait que, c'est quoi, je pense que c'est le 10 et la grande majorité de la classe moyenne fait partie de 10 je pense, a une empreinte environnementale qui est comme 20 plus grande que les moins fortunés. Je veux dire, c'est exponentiel. C'est exponentiel parce que notre rythme de vie fait en sorte qu'on consomme toujours plus. Les maisons sont plus grosses, tu as besoin de plus de choses pour les remplir, tu as besoin de plus de TV, tu as besoin de plus d'ordinateurs. Donc, bref, en tout cas, je suis comme. Je radote, là, mais je veux dire, c'est. On voit qu'il y a eu un commentaire ou deux commentaires, mais il n'y a pas eu de questions, de personnes qui osent poser de questions, mais en même temps, on n'a pas à étirer ça non plus. Les gens pourraient utiliser le temps restant pour fermer leur ordinateur.
Oui. Une quinzaine de minutes, puis aller se faire à manger. Donc, ben, merci. Merci encore énormément. Sujet super pertinent. Des gens qui n'ont peut-être pas. Je suis sûr et certain que ça fait réfléchir des personnes parmi nous. Donc, ben, écoute, on te souhaite une bonne fin d'après-midi. Puis on remercie tout le monde qui était présent. Il va y avoir l'enregistrement qui va être envoyé aux participants. Donc, merci. Oh. Ben, merci beaucoup de l'invitation. C'était vraiment super agréable. J'aime toujours ça parler de ce sujet-là. Merci. Allez, merci beaucoup. Salut, bonne journée. Ciao. Bye.